Bonjour, je suis Sylviane Doué, formatrice à l'Institut de formation des thérapies brèves du Mans. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'Institut de formation des thérapies brèves, des formations que nous proposons en hypnose, en PNL, me présenter et vous présenter les différentes choses, notamment une approche des émotions, comment fonctionne le conscient et l'inconscient au travers de cette web conférence. Donc pour ma part, je forme depuis 18 ans, mais pas 18 ans en hypnose. J'ai d'abord démarré, en tant qu'hypnothérapeute il y a 6 ans et j'ai rejoint l'Institut de formation des thérapies brèves du Mans, il y a 2 ans maintenant. Je suis donc certifiée en hypnose PNL, par l'IFTB et nos formations sont inscrites au Datadog, donc elles sont référencées Datadog, ce qui permet de pouvoir, avoir des prises en charge et de pouvoir vous faire financer, vos formations par, un organisme collecteur si vous êtes, thérapeute ou entrepreneur ou Pôle emploi si, vous êtes en reconversion professionnelle. Donc chez moi, la transmission est une véritable passion, hein. Je forme, à ces outils avec, une véritable passion parce que ce sont des outils, rapides qui permettent donc, de pouvoir accompagner au mieux, vos proches, ou bien vos clients, et ajouter des techniques supplémentaires à vos compétences actuelles. Et je suis également, formatrice en thérapie sonore au bol tibétain. Hem, donc j'interviens auprès de particuliers, hein, donc qui souhaitent se reconvertir ou des professionnels qui souhaitent, ajouter des compétences, supplémentaires à leur technique, leur pratique, toujours avec, joie et bienveillance. Donc pour vous parler un petit peu de l'institut, je vais vous présenter, les formations donc, qui se déroulent actuellement sur 3 modules de 3 jours. Module 1, module 2, module 3. Donc le module 1 qu'on va appeler les fondamentaux en fait, qui permet donc de découvrir un petit peu ce qu'est, l'hypnose, la PNL au travers de protocoles simples que vous pourrez déjà étudier, appliquer plutôt sur des proches. Hem, donc qui dure 3 jours. Ensuite, le module les pratiqués qui se déroule aussi sur, 3 jours, qui permet d'aller un petit peu plus loin au niveau donc, des protocoles et un plus tard le module, expert qui lui, permet d'aller encore plus loin et de voir d'autres, thématiques. Sachant que tous les protocoles sont pratiqués, la formation se déroule, sur 9 jours avec, beaucoup, beaucoup de pratiques, 75 de pratique. Parce que c'est en pratiquant que vous pourrez acquérir, la créativité et vous sentir plus à l'aise, avec les protocoles. Donc, que je démontre à chaque fois et qu'ensuite vous pratiquez en binôme. Donc sur la page suivante, je vais vous présenter donc, les formations. Donc à qui s'adresse donc, cette formation? Comme je viens de vous le dire, elle s'adresse aux particuliers ou aux thérapeutes qui souhaitent découvrir l'hypnose, la PNL et les neurothérapies. Donc les neurothérapies, c'est, des thérapies, par mouvement oculaire type EMDR et nos élèves sont des particuliers en voie de reconversion ou des thérapeutes qui souhaitent ajouter, des outils, d'accompagnement efficaces et rapides à leur pratique. Donc le prochain module, les fondamentaux, est tout proche puisque je propose un module là, pour découvrir les bases de l'hypnose et de la PNL du 23 au 25 août, prochain. Je vais vous en dire un petit peu plus, tout à l'heure. Donc au programme, hein, de ce cursus, donc le cursus complet comme je vous l'ai dit, 3 modules, module 1, module 2, module 3. Donc, dans les fondamentaux, on voit donc ce qu'est la PNL, qu'est-ce que le processus d'hypnose, comment donc, entrer en état d'hypnose, sachant que dès, les fondamentaux, vous saurez induire une personne en état d'hypnose, voir un petit peu comment, heu, fonctionne le cerveau conscient et le cerveau inconscient, les représentations mentales aussi, par ce qu'on appelle le VACOG. Nous percevons le monde au travers de nos 5 sens et c'est au travers de nos 5 sens que nous interprétons les choses qui sont donc emmagasinées dans notre cerveau, sous forme donc de catalogue de références internes, on va dire. L'influence des pensées sur notre état interne, la gestion des émotions, donc je vais vous parler un petit peu des émotions là tout à l'heure. Qu'est-ce qui déclenche, les émotions et les étapes de la mise en hypnose.
Dans les étapes de la mise en hypnose, vous verrez donc, quelques protocoles vous permettant donc de gérer la douleur. L'approche donc de l'hypnose symbolique, tirée un petit peu de l'hypnose humaniste et l'hypnose archétypale et la gestion des peurs. Sachant que la formation que nous proposons en hypnose ici et PNL est une formation, hem, où le client va avoir, son rôle à jouer. Il va être acteur de la séance puisqu'il y a une interaction entre le praticien, donc vous, et le client. C'est pas, donc, type, hypnose ericksonienne où le client est allongé et le thérapeute, fait sa séance d'hypnose en proposant des suggestions, des visualisations. Là, ça va être un petit peu différent puisque donc il va y avoir une interaction entre le client, qui va, sous forme symbolique, régler en fait, aller chercher les ressources à l'intérieur de lui. Le module 2 donc, qui permet donc déjà de revoir toutes ces bases fondamentales et de travailler donc, d'autres protocoles, notamment, comment fonctionne le langage et sa structure. Heu, des protocoles qui permettront donc de travailler sur, la gestion de conflits, des protocoles un petit peu plus de coaching, travailler sur les addictions, tabac, alcool, la gestion donc des phobies, l'hypnose pour les enfants, technique de brouillage en PNL, donc un petit peu de différents protocoles, donc à la fois hypnose et à la fois, PNL. Je vais vous expliquer après ce que c'est que la PNL. Et ensuite le module 3, donc le module explorer, où là vous serez en mesure de développer des capacités autres à accompagner efficacement au travers des protocoles que vous aurez appris. Développer donc, surtout la créativité, hein, parce que il y a pas de script dans les séances que nous proposons. C'est pas juste, des lecteurs de script. C'est au travers donc de la séance que vous allez pouvoir développer la créativité en fonction de ce que va vous donner comme information votre client. Et ensuite, donc sur le module 3, là, on va donc aborder les neurothérapies, donc qui sont, des stimulations bilatérales type rythmo, et EMDR, donc, je vous ai dit tout à l'heure. Donc EMDR, c'est un terme, qui est réservé, au milieu médical, donc la stimulation bilatérale qu'on va appeler ici les neurothérapies. Donc, pour dégrossir un petit peu, simplement, qu'est-ce que la PNL? Donc la PNL a été développée par, Richard Bandler et John Grinder. Donc en fait, ces 2 hommes, ont observé et analysé le fonctionnement du cerveau lorsque les personnes réussissent et à partir de là, ils ont créé ce qu'on appelle un métamodèle de personnes qui réussissent. Notamment, ils ont observé Milton Erickson et ils ont mis en place le Milton Model. Ils ont observé aussi, Franz Perls, le fondateur de la Gestalt thérapie et au travers de là, ils ont créé donc des modèles en fait, thérapeutiques, on va dire. Et ils ont mis au point une boîte à outils thérapeutique très efficace qui est capable d'apporter des changements de comportement rapidement. Comme par exemple, avoir plus de confiance en soi, savoir s'exprimer en public, gérer les conflits, travailler sur les peurs, lever les blocages, liés au passé, pouvoir faire le deuil de séparation, de personnes, êtres chers qui ont disparu. Hem Et aussi acquérir des nouvelles ressources puisque l'un des présupposés de la PNL, c'est que l'on a toutes les ressources à l'intérieur de nous pour changer, heu, sauf que ces ressources parfois, elles sont enfouies, et le but va donc être d'aller, déloger et de laisser émerger, ces ressources qui sont à l'intérieur de chacune des personnes. Alors pour démarrer un petit peu, je vais vous parler donc, brièvement du fonctionnement du cerveau, donc du conscient et de l'inconscient et aussi, des 3 parties, on va dire, de notre cerveau. Donc selon MacLean, en fait, notre cerveau est composé de 3 parties distinctes. En fait, on a le cerveau instinctif ici, que l'on va donc appeler, c'est le cerveau donc, reptilien, qui lui répond à nos besoins fondamentaux. En fait, c'est cette partie de notre cerveau qui, nous donne l'instinct de survie, hein. Quand, par exemple, on est, en danger, si jamais vous êtes poursuivi, par quelqu'un dans la rue et que vous avez peur et que vous devez fuir, vous allez trouver les ressources à l'intérieur de vous pour fuir, en fait et pour survivre, si vous êtes vraiment en danger.
Donc c'est cette partie du cerveau qui régule la température de notre corps, qui, comment dire? Face justement à un danger, va avoir 3 manières de réagir. Donc, un petit peu comme un animal, on va dire. La fuite, c'est-à-dire, face à un danger où j'ai super peur, bah, je vais fuir, je vais trouver donc comme je vous l'ai dit, toutes les ressources pour, pouvoir, détaler, vite fait. Ou alors, je vais, plutôt, attaquer pour, me protéger, et le mélange de ces 2 émotions, on va dire, c'est l'inhibition. C'est-à-dire que là, bah, du coup, je ne sais plus si je dois fuir ou si je dois, attaquer. Donc, je me tapis un petit peu comme un animal et je fais plus rien, j'attends que ça se passe, en fait. Un petit peu comme s'il y avait un petit bug, au niveau du cerveau. Ensuite, nous avons donc le cerveau émotionnel ici, qui est donc la partie limbique, on appelle aussi le cerveau limbique. Lui, c'est le centre de nos émotions. C'est lui, qui domine le côté affectif, en fait, et également la mémoire épisodique, celle qui est capable de nous renvoyer à différents événements, en fait, de notre vie. C'est aussi cette partie, bah, qui contient donc la mémoire, en fait, les premiers apprentissages, ce qu'on a appris, depuis qu'on est tout petit et puis que l'on a donc mis, à l'intérieur donc de notre cerveau. Il est le centre du plaisir, du déplaisir. C'est lui aussi, qui contient les croyances, limitantes que l'on a pu, emmagasiner au cours de notre vie. Cette partie du cerveau est dénuée de toute logique. En fait, il stocke les souvenirs, mais il n'a pas la capacité d'interagir logiquement. Ici, donc le cerveau rationnel, heu, qu'on va appeler donc le cortex ou le cerveau donc cognitif. Lui, il est donc le siège du raisonnement. En fait, c'est lui qui vous permet donc d'analyser, de réfléchir, de prendre du temps avant de passer à l'action. Il permet aussi de faire preuve de flexibilité, d'attendre avant d'agir. Il est conscient de ses automatismes, de ses pulsions également. Il permet donc de s'organiser, de réorganiser les choses quand, on n'est pas au point complètement, de modifier la perception de nos expériences. Et puis il est également le siège du langage, donc c'est grâce à cette partie du cerveau que l'on peut s'exprimer avec des mots et des phrases. Alors, donc en fait, notre cerveau est composé aussi de 2 hémisphères. Donc, heu, comme vous le savez, on a donc l'hémisphère qui contient donc le cerveau conscient. Le conscient, donc c'est le moi rationnel, on l'appelle aussi l'ego, ou le mental. Donc qu'est-ce qu'il fait lui, le conscient? Alors le conscient, lui, il est, utilisé pour décrire un état de conscience normal au quotidien. Disons que c'est avec cette partie de votre esprit que vous pensez logiquement, que vous effectuez des raisonnements, que vous pouvez établir des plans d'action, des prévisions. L'esprit conscient communique en mots et en phrases et il est très utile parce qu'il nous permet, bah, d'analyser, de réfléchir et de choisir des plans d'action, de déterminer des objectifs, et cetera. En fait, lorsqu'une personne, vous parle et que vous êtes bien concentré, en fait, sur ce que la personne, vous dit, vous êtes en état ordinaire de conscience, on va dire. L'état ordinaire de conscience, c'est un état où les ondes cérébrales sont très actives, en fait, puisque vous écoutez. Vous avez donc un échange avec votre interlocuteur. Vous vous exprimez en mots, en phrases, vous analysez ce que l'autre personne vous dit. Et donc là, vous pensez, logiquement et puis vous essayez de raisonner, et d'avoir une interaction, en fait, avec, la personne avec qui vous êtes en face. Maintenant, si vous discutez longtemps avec cette personne, au bout d'un moment, le conscient va se fatiguer. Parce que le conscient, il ne peut pas gérer, beaucoup, beaucoup d'informations à la fois. On va voir ça juste après quand on va parler donc de l'inconscient. Hem, donc justement, donc on va parler de l'inconscient. Donc l'inconscient, qu'on appelle aussi le jeune moi, lui, il va donc gérer tout ce qui n'est pas conscient. Donc tout ce qui est emmagasiné dans notre cerveau depuis que nous sommes tout petits, sous forme de représentation mentale. Donc, c'est lui aussi, qui régit, notre, respiration, qui nous fait battre, enfin qui nous fait donc, circuler le sang dans les veines, qui fait battre notre cœur, qui conserve, nos souvenirs, nos émotions. Il n'oublie jamais rien, en fait, et c'est de là que proviennent notre imagination et notre créativité. Hem,
L'inconscient, lui, il ne s'exprime ni en mots, ni en phrases, il s'exprime en symboles. C'est pour ça que l'on parlera donc plus tard, quand on travaillera en hypnose, d'hypnose symbolique, pour aller donc discuter avec, l'inconscient et modifier des comportements gênants ou bloquants et des représentations mentales, en fait, qui ne sont plus adaptées pour la personne. On va voir ça donc juste après. L'inconscient s'exprime donc, en images, en sensations, en émotions, en rêves aussi puisque c'est lui, qui vous fait rêver, la nuit quand vous dormez. Bien souvent, on fait des rêves avec ce qu'on a un petit peu emmagasiné dans la journée. Alors c'est un peu farfelu, mais, c'est un film qui se crée, à l'intérieur donc, de notre inconscient. Il faut savoir que l'inconscient est responsable de plus de 85 de nos comportements, donc c'est un immense puits, de ressources et de possibilités. Il faut lui parler comme un enfant de 5 ans, donc c'est un petit peu pour ça qu'on l'appelle le jeune moi. Il gère, nos habitudes, nos émotions, nos réactions. Il est, rapide puisqu'il réagit une demi-seconde avant le moi rationnel, donc le conscient. Il est capable de gérer des milliers d'informations en même temps, alors que le conscient ne peut en traiter que 5 à 9 à la fois. Voilà. L'inconscient, il ne dort jamais. Il est toujours présent, il est toujours éveillé, c'est notre petite voix intérieure, qui se manifeste aussi au travers de nos pensées, de nos rêves, de l'intuition aussi quand on sent ou qu'on ressent ou qu'on ne sent pas les choses. En fait, l'inconscient, il nous fait vivre, il nous fait respirer, il fait tellement, tellement de choses. Donc par exemple, en fait, qu'est-ce qui peut se passer, comme interaction entre le cerveau conscient et inconscient? Si par exemple, depuis que vous êtes tout petit, votre entourage, vous a longuement répété que vous étiez nul, que vous n'arriveriez à rien dans la vie, donc cette croyance en fait elle a été enregistrée et elle s'exécute dès que vous allez mettre en action, certaines choses et l'inconscient lui, donc comme il a mémorisé en fait: «Tu es nul, tu es pas capable de», et il fera en sorte, on va dire, d'attirer à soi ces comportements, en fait. Donc quand on répète constamment, «Je suis nul, je suis incapable», en fait, c'est devenu comme si c'était, une vérité. Et donc du coup, on va tirer des situations, des événements qui vont répondre à cette croyance ou à cette réalité de l'inconscient. Donc à un moment donné, en fait, cette réalité, si vous avez, envie d'évoluer professionnellement, personnellement, changer des choses, oser s'affirmer par exemple, ou prendre plus de confiance, ben, c'est comme s'il y avait une petite touche en fait, qui, quand on appuyait dessus, faisait toujours la même commande, un petit peu comme une touche d'ordinateur. Donc cette touche, elle donne telle action et ben, même si j'en ai conscience en fait que j'ai pas suffisamment confiance en moi ou que j'ose pas m'exprimer ou que je j'ose pas, m'affirmer, ben c'est comme ça. En fait, cette touche, elle donne ça et donc pour pouvoir en fait modifier un petit peu, ben, c'est comme si sur l'ordinateur, il fallait faire une mise à jour et aller modifier la touche parce qu'à un moment, ce comportement, pour, une personne est devenu gênante ou bloquante. Alors le but de l'hypnose, je vais vous expliquer un petit peu, au travers d'un schéma, le discours entre le conscient et l'inconscient, dans un exemple d'une personne qui a pris du poids. Alors une personne peut prendre du poids pour différentes raisons, en fait. Une personne peut commencer à prendre du poids pour combler un vide, après une séparation, un divorce, voilà, ou quel que soit l'événement qui se soit produit dans sa vie. Faire le poids, par manque de confiance, en fait, à un moment donné, eh ben, on veut faire le poids et donc comme on n'a pas la confiance à l'intérieur de nous, eh ben, on essaie donc de faire le poids par l'extérieur, un petit peu comme si on avait une armure, une carapace, donc se protéger aussi, armure, carapace, repousser le sexe opposé, exister, prendre plus de place, éviter la jalousie des autres, être en bonne santé, puisque parfois aussi, ben, l'inconscient, il a associé la maigreur avec la maladie et la bonne santé avec l'embonpoint, en fait. Avoir des amis, bien portants égale bon vivant. Ou également pour se récompenser après une journée de travail, ben, voilà, on se récompense avec de la nourriture. Alors on se met à grignoter, du chocolat, des gâteaux. Voilà, c'est également donc pour combler, un manque à l'intérieur de soi. Donc qu'est-ce qui va se passer donc au niveau conscient et inconscient? Donc on va imaginer en fait ici que le roi là, c'est, donc le corps. Ici c'est le château, ça pourrait être notre corps. Le roi c'est, il représente notre inconscient, donc c'est le grand patron lui. Et à l'entrée donc, de notre corps, il y a un garde.
un garde, intimidant en fait, hein. Lui, il est puissant, c'est le conscient, c'est lui qui décide s'il va laisser passer les messages ici au nouveau roi. Donc lui, tant qu'il est devant la porte à monter la garde, en fait, on a beau être conscient des choses, on ne pourra pas aller modifier, et faire une mise à jour de la touche qui fonctionne mal, si le garde, il reste devant la porte, parce qu'il ne laissera pas passer les messages à l'inconscient. Donc l'idée, par l'hypnose, c'est donc, de détourner le facteur critique en disant au conscient: «Bah, écoute, tu vas aller te promener un petit peu, hein, comme ça, ben, moi, je vais pouvoir pendant ma séance aller discuter avec le grand patron là, qui pense que cette attitude et ce fonctionnement est bon pour toi, mais en fait, il ne l'est pas». Donc ça va permettre de, modifier la petite touche et de pouvoir avoir un changement, rapide et durable. Alors rapidement ici, nous allons essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnent, les émotions, en fait. Donc une émotion, c'est un courant chimique électrique qui traverse tout notre corps. Émotion vient de motion. Motion qui en anglais veut dire mettre en mouvement et qui nous donne une information. Donc par exemple, la transpiration, excessive, quand on a une frayeur par exemple, la peau qui rougit, le cœur qui s'accélère, une boule au ventre, la poitrine qui se serre, donc c'est de l'énergie qui se met en mouvement en fait à l'intérieur de nous et qui à un moment, devient en fait, gênante. Les émotions sont perceptibles par autrui, à la fois par la parole, mais aussi par l'expression du visage. En fait, on ne peut pas ne pas communiquer. On communique soit au niveau verbal, paraverbal ou non verbal, par nos expressions de visage, par la gestion et notre posture et par aussi, ce que l'on va donc ressentir à l'intérieur, va rejaillir à l'extérieur par le comportement externe. Une émotion est toujours déclenchée par un événement extérieur. Donc en fait, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose à l'extérieur. Cela va déclencher une pensée. Et derrière cette pensée, donc cette pensée va aller matcher avec, notre inconscient, voir si cette référence, en fait, elle a cet événement ou cette situation a déjà été vécue et quelle est la réponse la plus adaptée qui a été mise en face de cette situation, de cet événement et l'inconscient donc va mettre, ce schéma en place, même si c'est pas bien pour nous, en fait et derrière cette émotion, il va donc y avoir un besoin qui n'a pas été satisfait. Donc les émotions, elles sont au nombre, de 4 émotions principales, donc la peur, la colère, la tristesse et la joie. Mais les émotions, en fait, il faut savoir quels besoins se cachent derrière chaque émotion et quels sentiments ils génèrent. Par exemple, l'échelle, en fait, de la peur, elle va du doute à la terreur. Derrière cette peur va se cacher un besoin de sécurité. Par exemple, comment est-ce que je peux être sécurisé ou être en paix? Si je ne suis pas sécurisé et que je ne suis pas en paix, cela va déclencher à l'intérieur de moi une peur. Cette peur, elle va nous pousser à la fuite. Pour la colère, l'échelle de la colère va de l'agacement, à la haine. Derrière la colère, il y a aussi un besoin qui n'est pas satisfait. Par exemple, la colère, elle se met en place lorsque les règles n'ont pas été respectées. Que ce soit nos règles éducatives ou celles, de la société, par exemple, si les personnes, ont tendance à arriver à l'heure et qu'elles ne se sentent pas respectées lorsqu'on n'arrive pas à l'heure, quand devant nous, quelqu'un fait une infraction au code de la route, ça peut mettre en colère. Tout ça simplement parce que les règles de la personne n'ont pas été respectées. Donc la colère intervient en cas d'obstacle, en cas de frustration, et que, ben, l'autre n'a pas répondu à mes attentes, en fait. La colère, elle nous pousse au combat et derrière se cache un besoin que les choses soient bien cadrées et qu'elles répondent à mes règles. Ensuite, la tristesse. La tristesse, donc le sentiment de tristesse ou l'émotion de tristesse, elle part de la nostalgie jusqu'à la dépression. Donc la tristesse, en fait, correspond à une perte de lien. La perte de lien avec une personne que l'on a perdue, un être cher par exemple, ou quelque chose que l'on a perdu, ça peut être, je sais pas, une voiture qui tombe en panne, ça va plutôt déclencher de la colère ça, que de la tristesse.
Mais derrière, en fait, la tristesse, c'est un besoin d'amour. Voilà. Donc sauf si on est en amour avec sa voiture. Je plaisante, bien sûr. Donc voilà. Donc la tristesse, c'est un besoin d'amour qui se cache derrière. Et la joie, donc elle apparaît lorsque nos besoins sont satisfaits, nos envies sont satisfaites. Et là, le besoin, c'est un besoin donc de partager. C'est vrai que lorsqu'on est en joie, on a envie de crier au monde entier, qu'on est en joie et donc on a envie de partager notre joie avec tout le monde. On peut comprendre aussi donc, les besoins au travers de la pyramide de Maslow. Hem, Au cours donc d'une vie, on va passer par tous les besoins sur cette échelle, pour arriver en fait aux besoins d'accomplissement. À un moment donné, on va rester sur, certains niveaux ou redescendre. Par exemple, donc le 1er besoin, c'est le besoin physiologique. Le premier besoin en fait, à la base, c'est le besoin de dormir, besoin de manger, besoin de se vêtir, besoin de boire, besoin de dormir. C'est les besoins, on va dire, fondamentaux, physiologiques parce qu'ils nous permettent de rester en vie, en fait. Ensuite, le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, c'est, de se sentir en sécurité, d'avoir un salaire, d'avoir un partenaire. Par exemple, je me sens en sécurité si je suis en CDI, je me sens en sécurité si je ne vis pas toute seule, heu et afin de rendre, en fait, l'environnement plus stable et prévisible. Tout simplement pour rester dans sa zone de confort, dans laquelle on se sent en sécurité. Ensuite, on a le besoin d'appartenance. Donc le besoin d'appartenance, c'est besoin d'appartenir à un groupe, besoin d'avoir des amis, besoin de créer des liens, sociaux avec notre entourage, d'avoir un statut social. Voilà, besoin donc de se sentir appartenir à un groupe. Ensuite, un petit peu plus haut, on a le besoin d'estime. Donc le besoin d'estime, c'est, celui où l'on a envie d'être accepté par les autres, d'être reconnu, d'être aimé, par les autres. Et enfin, donc le besoin d'accomplissement. Donc le besoin d'accomplissement, c'est besoin de s'accomplir personnellement, d'être aligné avec ses choix, de faire ce que l'on a envie, d'être qui l'on a envie, d'être soi-même, en fait. Donc si un besoin n'est pas satisfait, eh ben, il crée des émotions négatives. Donc c'est de là que naissent aussi les problématiques, de beaucoup de personnes qui se sentent en stress, en non-confiance, qui s'aiment pas, voilà, et que vous allez rencontrer en cabinet. Alors qu'est-ce qui déclenche une émotion? En fait, on peut imaginer cette bombe-là et hem, voilà, un petit peu comme, cette bombe qui va exploser parce que quelqu'un, a allumé le détonateur. Donc la mèche, en fait, ici, c'est le déclencheur et la poudre, à l'intérieur de la bombe, fera exploser la bombe. Donc ici, à l'intérieur, c'est la cause. Donc, par exemple, face à une situation, 2 personnes peuvent avoir des réactions qui vont être complètement différentes. Par exemple, quelqu'un fait une remarque. Heu, Ben, peut-être que vous, en fait, voilà, ça va pas vous faire réagir, ça va pas vous mettre en colère, alors qu'une autre personne à côté de vous, cette même remarque, pourrait la faire réagir et la mettre en colère. Donc la poudre à l'intérieur de la bombe, si, il y a pas de poudre à l'intérieur de la bombe, et ben, la bombe, elle ne va pas exploser, en fait. Donc ce qui est important, en fait, c'est de travailler ici sur les blessures et d'essayer donc, de lever, en fait, ces blessures pour qu'il n'y ait pas de possibilité face à un événement extérieur, un déclencheur extérieur. Si la mèche est allumée et qu'il y a pas de poudre à l'intérieur, ben, voilà, il y aura pas de réaction, il y aura pas d'émotion, il y aura pas de colère, il y aura pas de tristesse, de frustration, voilà. On accepte les choses et on reste soi-même, parce qu'on sait qu'on est une belle personne et on est en paix avec l'intérieur de soi. Alors, pour vous donner un exemple, concret, pratique sur le cheminement, en fait, et de comment ça se passe, imaginons un événement. Un événement, donc je viens de rater mon examen. Il y a eu le bac il y a pas très longtemps, donc j'ai raté mon examen. Alors je évidemment, j'ai plusieurs manières donc de réagir si j'ai raté mon examen. Donc j'ai raté mon examen et en fait ici, hem, je vais avoir une manière de percevoir les choses. En fait, face à cet événement, à l'intérieur de nous, on a ce qu'on appelle une grille de perception, dans laquelle on a toutes nos croyances que l'on a donc emmagasines depuis qu'on est tout petit, nos points de vue et qui vont en fait donner un sens à cet événement. Donc ça va être un petit peu la manière donc dont je vais percevoir les choses au travers aussi,
de ce qu'on appelle, nos sens, la vue, l'ouïe, l'audition, le ressenti, le côté kinesthésique et en fait, ma grille de perception ici, elle va donner un sens à mon événement, en fonction donc de mes points de vue, de mes croyances. Si je crois que je suis nulle et incapable, évidemment, je vais peut-être me sentir un petit peu triste, un petit peu mal. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est, j'ai raté mon examen et donc ici, il y a un processus interne qui va se mettre en route. C'est-à-dire, je vais avoir des pensées, des réflexions qui vont se mettre, en place et je vais me sentir nulle, je vais me sentir déçue, voilà, tous mes rêves s'effondrent, je devais faire autre chose après, ben, maintenant, voilà, je peux pas accéder à ce que j'avais prévu, et donc ça va également déclencher, en fait, un état interne ici. Un état interne, donc une émotion. Donc mes pensées, ben, je vais voilà, ma mère avait raison, je suis pas capable de, je rate tout ce que je fais, je suis vraiment nulle, incapable, et cetera. Donc à l'intérieur de moi, ça va déclencher une émotion, un sentiment, donc ce qu'on appelle l'état interne. La tristesse, par exemple, sentiment de ne pas être à la hauteur, sentiment donc d'échec, de pas de jamais y arriver, et je vais donc l'exprimer par mon comportement, et mes attitudes. Donc par exemple, je vais me renfermer sur moi, j'ose plus aller de l'avant, je perds confiance, j'ose pas changer de poste, je j'ose pas m'exprimer en public, j'ose pas postuler à un autre poste, par exemple. Voilà, donc comment dire? Hem, tous ces filtres en fait, du moins, ces f le la grille de perception ici, elle peut elle amène à tout ce processus ici. Alors comment modifier, mes émotions et le comportement qui va avec? Ben, en fait, je peux supprimer ou enlever de la poudre, dans la bombe qu'on a vue précédemment. Je peux apprendre à modifier, mes pensées, donc voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide ou également, en fait, modifier ici, mes croyances, mes points de vue. Hem, Si j'ai une mauvaise image de moi, parce que j'ai eu le sentiment, ou j'ai perçu, que mes parents, ils me donnaient jamais de reconnaissance. En fait, j'ai encodé ça dans mon cerveau, que je ratais tout ce que je faisais, et du coup, ben, voilà, je j'ai une mauvaise image, une mauvaise opinion de moi et j'ai mes croyances qui font que, bah, je dis: «Bah, ouais, voilà, je suis nulle, j'y arriverai jamais à rien et je suis un incapable». Donc pour développer, en fait, tout ça, parce que là, c'est juste une petite approche, hein, que je vous donne, sur, les bases, de comment comment fonctionne notre cerveau, notre conscient, notre inconscient, nos représentations mentales. Je vous invite à prendre contact avec moi si vous voulez en connaître davantage et pouvoir utiliser des protocoles qui permettront donc de modifier un petit peu, faire une mise à jour de l'ordinateur, heu, pour avoir des comportements plus adaptés, lever les fonctionnements gênants ou bloquants, des personnes qui vous entourent ou de vos clients. Vous pouvez donc me contacter si vous souhaitez devenir praticien en hypnose et PNL et si vous souhaitez simplement obtenir plus d'informations sur nos formations et notamment celle qui va démarrer donc à la fin du mois d'août. Pour rappel, donc les fondamentaux, module 1, je propose un module du 23 au 25 août pour les personnes qui sont encore en congé. Ça permet également de travailler sur soi, hein, en développement personnel. C'est pas forcément pour devenir praticien, mais aussi déjà pour comprendre comment on fonctionne, pour comprendre comment on parle aussi et comment, on se comporte en fonction donc de nos pensées et des événements qui ont lieu, parce qu'on peut pas changer l'événement, mais on peut changer ce qui se passe après. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, soit par téléphone au 06 50 55 34 58 ou à m'envoyer un mail ou tout simplement aller sur le site, iftb.fr où vous aurez toutes les dates des formations donc du Mans ou de mes collègues, IFTB puisqu'il y a 7 écoles, en France, de l'Institut de formation des thérapies brèves. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans ce que je vous ai présenté. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de plus d'informations. Merci beaucoup pour votre écoute. Voici donc les dates des prochains modules également, donc 23-25 août, mais je propose donc d'autres modules, par la suite. Voilà, je vous laisse quelque temps sur cette page et je vous souhaite une, très belle, fin de soirée.